Donc, moi, je m'appelle Alec Crawford. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. On va pouvoir commencer l'introduction. Je suis conseiller politique senior au secrétariat du réseau mondial des PNA, qui est hébergé par l'Institut international du développement durable, l'ISD. Donc, ceci est une initiative, le réseau mondial des PNA, qui vise à renforcer les planifications et l'action nationale à travers le monde. Et ce réseau relie plus de 1300 participants individuels de plus de 150 pays et fournit un soutien direct à 45 pays. Le financement du réseau mondial des PNA a été assuré par les gouvernements de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada et de l'Autriche. Nous sommes très heureux d'organiser ce webinaire avec vous aujourd'hui en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et Women Deliver. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce processus des PNA, je sais que certains d'entre vous viennent de différents horizons. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce processus de PNA a été établi en 2010 dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies et son importance a été réaffirmée dans l'accord de Paris. Donc, c'est un processus stratégique qui permet aux pays d'identifier et de traiter leurs priorités à moyen et long terme pour s'adapter au changement climatique. Donc, il est dirigé par les gouvernements nationaux et ce processus en soi consiste à analyser le changement climatique actuel et futur et à évaluer la vulnérabilité à ses effets. Donc, cela permet d'identifier et de hiérarchiser les options d'adaptation, de les mettre en œuvre et ensuite de suivre les progrès et les résultats. Quelque chose qui est très important, c'est de noter que ce processus met en place les systèmes et les capacités qui sont nécessaires pour que l'adaptation fasse partie intégrante de la planification du développement, de la prise de décision, de la budgétisation d'un pays. Et cela permet vraiment de garantir qu'il s'agit d'une pratique permanente et pas juste un exercice ad hoc distinct. Donc, c'est vraiment un processus qui s'inscrit dans la durée. Et ce processus des PNA peut être envisagé en trois grandes phases. Comme vous pouvez voir, il y a la planification, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation, qui sont tous soutenus par le développement des capacités, le financement, les dispositions institutionnelles appropriées et le partage des informations entre différents acteurs impliqués. Donc, on va pouvoir maintenant commencer avec une discussion de groupe. Ce matin ou cet après-midi, en fonction de là où vous venez, nous avons aujourd'hui trois intervenants qui se joignent à nous aujourd'hui pour parler de l'analyse des processus des PNA et de la manière dont ils intègrent la santé, l'égalité des sexes, la santé, les droits sexuels. Donc, nous avons plusieurs personnes. Amy Savage, qui travaille au sein de l'unité de changement climatique et santé de l'Organisation mondiale de la santé. Elle fournit un soutien aux pays et un renforcement de capacité sur une série d'activités qui visent à construire une santé et des systèmes de santé résilients au climat. Amy a élaboré des orientations techniques et des supports de formation sur le changement climatique et la santé. Donc, Angie Dazé, deuxième personne, c'est une conseillère principale et politique en politique qui est responsable de l'égalité des sexes pour l'équipe de la résidence de l'ISD. Elle co-dirige le travail sur le genre du réseau mondial des PNA et travaille à la jonction du genre et du changement climatique depuis plus de 15 ans. C'est l'auteur également d'un certain nombre de documents et de recherches d'orientation. Enfin, nous avons avec nous aussi Divya Matthew, qui occupe le poste de directrice des politiques chez Women Deliver. Donc, elle a rejoint Women Deliver en février 2019 en tant que directrice principale de la recherche, des politiques, du plaidoyer. Et dans ce rôle, elle a dirigé un portfolio, le portfolio de l'organisation pour la base de données et le dossier d'investissement pour l'égalité des sexes et la santé et les droits sexuels et reproductifs. Donc, Amy, Angie et Divya feront des petites présentations, des présentations brèves sur les résultats des différentes analyses. Et ensuite, nous pourrons nous pencher sur les recommandations lors de la session de Q&A, de questions-réponses qui suivront la présentation. Donc, merci. Je passe la parole à Amy. Merci beaucoup pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes des principales conclusions d'un examen de santé sur les PNA qui a été publié par l'OMS, l'ISD et le réseau mondial des PNA. Donc, c'est difficile parfois de comprendre les résultats
et ce travail qui est fait, puisque nous voulons vraiment réussir à travailler sur le climat. Et de cette manière, nous avons créé un espèce de cadre qui a 16 points clés du système de santé. Et cela permet de voir le système de résilience. Il y a beaucoup de pays et de partenaires qui utilisent cela pour l'adaptation de leur planning, avec des programmes également sanitaires. Donc, à droite, vous voyez une carte avec tous les pays qui ont demandé une aide à l'OMS. Et cela n'inclut pas les 35 pays des États-Unis, des Amériques, pardon. Donc, on a fait un travail sur les PNA qui ont été soumises au portail central des PNA de la NUCC, pardon, donc soit un total de 19 PNA à la fin de 2020. Nous nous sommes concentrés sur des sections contextuelles sur les chapitres spécifiques à la santé. Et maintenant, je vais partager les conclusions de haut niveau de cet examen avec vous. Donc, prochaine diapo. Donc, tout d'abord, tous les PNA ont identifié la santé comme un secteur prioritaire pour le risque climatique et l'adaptation au changement climatique. Mais tout n'est pas concentré sur ces chapitres. Donc, on peut dire que tous les PNA considèrent que le climat est un risque santé très important. Ici, vous pouvez le voir dans le graphique. On a des risques qui sont différents. Vous voyez ici, les maladies transmises par des vecteurs et par l'eau sont les risques sanitaires sensibles au climat les plus souvent mentionnés. Le paludisme et la dengue étaient les maladies à transmission vectorielle les plus courantes, tandis que la diarrhée et le choléra étaient les maladies à transmission hydrique les plus courantes. Les impacts sanitaires des événements climatiques extrêmes, comme les blessures, la mortalité, est également mentionnée. Prochaine diapo. Donc, nous avons vu qu'il y avait des écarts entre des différents résultats. Donc, ici, vous voyez les lignes bleues avec les risques et les rouges sont ceux qui ont seulement au moins une PNA qui a trouvé ce risque. Donc, vous voyez par exemple, il y a une action d'adaptation qui était liée à ces risques et 16 sur les 19 PNA mentionnaient les risques, le problème de malnutrition, mais seulement 6 dans le chapitre de la santé. Donc, nous avons vu qu'il y avait quand même beaucoup de risques qui étaient liés à ce problème. Et il peut y avoir des actions qui traitent ces risques dans une certaine mesure dans d'autres chapitres. Donc, nous avons mis en correspondance les mesures d'adaptation des chapitres consacrés à la santé avec les 10 domaines clés définis par l'OMS que j'ai présentés au début de ma présentation. Et cet exercice de mise en correspondance a montré nombreux PNA aborder plusieurs aspects de la mise en place d'un système de santé résilient au changement climatique. Donc, par exemple, nous avons constaté que 17 des 19 incluaient des actions liées à la surveillance intégrée des risques et à l'alerte précoce pour la santé, alors que 16 PNA donnaient la priorité aux actions liées au personnel de santé. Donc, il y avait d'autres domaines comme la gestion des déterminants environnementaux, la santé et le financement de la lutte contre le changement climatique qui étaient moins prioritaires. Cependant, parfois, on a une approche qui n'est pas forcément claire et parfois, ce qui manque, c'est une approche complexe de ces systèmes. Donc, la plupart des PNA identifient des actions d'adaptation dans d'autres secteurs qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé. Donc, par exemple, les problèmes de la malnutrition ou qui peut être lié à des problèmes d'inondation, etc., de sécheresse. Donc, prochaine diapo. Donc, alors, pour finir, seulement 6 PNA ont identifié des groupes cibles spécifiques pour les actions d'adaptation en matière de santé. Donc, certains groupes comprenaient les populations rurales, les groupes à faible revenu, les jeunes, les personnes handicapées, porteuses de handicap et les femmes. Donc, seulement 4 PNA ont appliqué une perspective de genre aux actions d'adaptation pour le secteur de la santé. Et je sais que Angie maintenant pourra en parler aussi un peu plus.
puisqu'elle va nous parler des genres. Merci beaucoup, Amy. Bonjour à tous. Donc, je vais juste partager avec vous quelques conclusions clés du récent rapport de synthèse du réseau mondial des PNA sur l'intégration des considérations de genre et les problèmes de genre. Donc, il s'agit de notre deuxième rapport. Et le premier a été publié en 2018. Pardon. Nous avons évalué les progrès réalisés entre 2018 et 2020 sur quelques aspects clés des approches sensibles au genre dans les processus des PNA. Et nous avons donc trouvé trois sources principales. Un examen systématique des 18 documents des PNA qui était disponible sur le PNA Central en 2020. Et nous avons également examiné un échantillon de 35 propositions de financement des PNA par le Fonds vert pour le climat et également avec le réseau directement des processus de PNA nationaux. Donc, première slide. La première chose que je veux souligner, que nous avons constaté des progrès dans les processus des PNA et tous les documents sauf un document mentionnent le genre. Et nous avons constaté une augmentation de 89 à 94% de 2018 à 2020. Donc, ça signifie que tous les documents qui ont été inclus dans les rapports incluent les genres maintenant. Et de la même façon, nous avons trouvé que les propositions de préparation des PMA des GCF que nous avons examinées, à une exception près, comprenaient un engagement général en faveur de l'égalité des sexes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. On peut dire que c'est quelque chose de très positif d'avoir l'équité des genres et l'égalité des genres qui réapparaît. Donc, on a également vu un progrès significatif dans le travail des femmes, la position des femmes. Donc, on a vu dans les documents que les femmes étaient le plus souvent positionnées comme un groupe particulièrement vulnérable avant, comme des bénéficiaires d'actions d'adaptation. Mais maintenant, en 2020, nous voyons davantage des documents reconnaissant les femmes comme un groupe distinct de parties prenantes dans les processus de planification et d'adaptation. Donc, nous constatons également qu'un certain nombre de documents reconnaissent le leadership des femmes dans l'adaptation. Donc, par exemple, le PNA de Saint-Vincent et Grenadines souligne la nécessité d'exploiter le leadership des femmes et des hommes dans la planification, la budgétisation et la mise en œuvre de l'adaptation. C'est vraiment quelque chose qui est très positif pour passer d'un cadre de vulnérabilité des questions de genre et de changement climatique à la reconnaissance que les femmes, dans leur diversité, sont des agents de changement dans l'adaptation et le renforcement de la résilience. Prochaine diapo, on voit aussi un progrès dans l'analyse de genre pour informer la planification et l'adaptation. En 2018, il y avait peu de preuves dans les documents de PNA que l'analyse de genre spécifique au contexte avait été utilisée. Mais maintenant, on peut dire que depuis 2020, un certain nombre de pays auront entrepris des analyses ciblées sur le genre afin d'avoir plus d'informations dans le processus des PNA. Et cela, on le voit avec différents pays. Donc, par exemple, Madagascar, comme l'Éthiopie, par exemple, qui l'a utilisé pour informer sa stratégie de mise en œuvre. Donc, l'analyse de genre de Kiribati aussi a été utilisée pour mettre à jour le PNA. Et cela montre donc que c'est vraiment utile d'utiliser une analyse de genre tout au long du processus de PNA. Et enfin, plus de la moitié des positions de GCF comprendront des activités liées à l'analyse de genre et ou à l'utilisation de données ventilées par le SAC. Donc, on peut dire que l'analyse de genre est vraiment la base des approches sensibles au genre. Et je pense que les pays peuvent apprendre de l'expérience de leurs pairs qui sont déjà passés par ce processus. Prochaine diapo. Un domaine dans lequel nous avons qu'il y avait quand même moins de progrès, c'est la mise en place de plateformes pour un engagement durable des parties prenantes dans le processus des PNA. Donc, on a bien vu qu'il y avait quand même une plus grande proportion de documents qui indiquaient que les femmes participaient à la planification, mais malheureusement, nous ne voyons pas beaucoup de preuves de la mise en place de plateformes durables pour pouvoir continuer avec cet engagement. Et de la même façon, l'examen des propositions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, a révélé que moins de la moitié d'entre elles comportaient des activités liées à la participation équitable des parties prenantes.
Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit plus se pencher dans le futur. Vraiment essayer donc de souligner cet élément essentiel d'une approche sensible au genre. Donc, la mise en place d'arrangements institutionnels pour l'adaptation est une étape également essentielle dans les processus de PNA, mais nous voyons que ces mécanismes ne sont pas toujours mis en place, puisque moins de la moitié des PNA présentent des preuves que le genre était pris en compte dans les arrangements avec les parties prenantes, et seulement un tiers des propositions du GCF indiquent des activités qui traitent le genre dans les arrangements institutionnels. Donc, cela dit, il y a beaucoup de propositions du GCF qui incluent une expertise en matière de genre au sein de l'équipe de projet, et c'est quelque chose de positif, mais ce n'est clairement pas, il n'est pas clair de comment cela peut être institutionnalisé une fois que les projets sont terminés. Donc, au fur et à mesure que les processus avancent, il sera important d'établir des mécanismes qui facilitent la collaboration entre les acteurs de genre et du changement climatique, et aussi de suivre ou rapporter et améliorer l'équité des genres dans les arrangements institutionnels pour l'adaptation au fil du temps. Donc, je vais m'arrêter ici et maintenant je passe la parole à Divya. Merci beaucoup, Angie. Bonjour à tous. Donc, ma présentation se concentrera sur le rapport conjoint du réseau mondial des PNA et de Women Deliver, qui explore la mesure dans laquelle les processus de PNA reconnaissent les liens entre l'adaptation au changement climatique et la réalisation de la SDSR. Donc, avant d'aborder les résultats, je voudrais juste discuter brièvement de la raison pour laquelle nous devons même considérer cela. Donc, pourquoi il est prouvé que les impacts du changement climatique ont un effet néfaste sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des individus, à la fois directement et indirectement. Par exemple, les catastrophes liées au climat peuvent mettre à mal la capacité des systèmes de santé et entraver l'accès aux services de SDSR. Et les communautés sont heureuses de pouvoir avoir accès à ces services de SDSR, puisque là, on peut aider à participer à des actions. Et donc, je vous invite à aller sur le lien qui est ici présenté pour pouvoir avoir une idée de notre rapport. En ce qui concerne la méthodologie pour notre travail, nous sommes penchés sur trois documents. Le premier était celui que vous voyez ici, qui a été présenté il y a peu de temps, l'an dernier. Donc, ce document sur l'adaptation au processus de PNA. Et vous voyez qu'il y a des points qui sont abordés comme la violence conjugale, l'avortement, l'infertilité, etc. Donc, en ce qui concerne les résultats, on peut dire que ce qu'on a trouvé, comme l'ont dit Amy et Angie, c'est que le document met en priorité l'adaptation au système de santé. Et donc, il y a des références au genre lorsqu'on les lie à la santé. Et en ce qui concerne donc la santé et les droits sexuels et reproductifs, l'examen des documents a montré qu'il y a peu de références aux questions liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, malheureusement. Donc, par exemple, le document PNA du Brésil souligne la vulnérabilité des femmes enceintes et des enfants en cas de sécheresse et d'inondation. Et un autre problème qui est très important, c'est les violences qui sont liées au genre. Et donc, on a vraiment besoin de travailler encore plus sur cela, puisqu'on sait que parfois, il y a un risque d'augmentation de la violence après les catastrophes naturelles. Donc, le deuxième point concerne une déconnexion entre le secteur sanitaire des PNA et les documents lorsqu'on se penche sur les aspects de la SDSR. Et je voudrais ensuite vous parler de certains exemples par la suite dans mes prochaines présentations. Nous avons vu qu'il y avait également la possibilité de
parler avec une approche qui répond aux problèmes de genre et une approche au changement et aux actions climatiques. Donc, par exemple, lorsqu'on a une évaluation de la vulnérabilité, on pourrait ajouter une concentration, un aspect sur le système SDSR. Et cela serait vraiment très important. Et il faut souligner que l'évaluation de la vulnérabilité devrait prendre en considération des groupes qui sont souvent marginalisés et laissés de côté. Donc, par exemple, les personnes qui sont atteintes du VIH ou du sida, etc. Prochaine diapo, nous avons également vu que les investissements dans l'adaptation du secteur de santé peuvent avoir un bénéfice indirect sur la SDSR. Donc, même si la majorité de nos documents n'ont pas des actions qui sont liées à la SDSR de manière spécifique, il y a beaucoup d'actions qui sont identifiées par les PNA et les secteurs de santé des PNA et qui pourraient fournir des bénéfices indirects. Donc, par exemple, l'investissement dans les structures de santé, les infrastructures et les services. Et également, cela pourrait mieux préparer le système de santé pour répondre aux urgences et aux catastrophes. Et cela pourrait donc permettre de s'assurer que ces services de SDSR sont fournis avant et après les crises. Et enfin, nous avons vu que les financements pour l'adaptation des secteurs de santé n'est pas suffisante. Nous savons qu'il y a des écarts considérables entre les finances qui sont allouées à l'adaptation et la somme qui sont dédiées ensuite à l'adaptation dans le secteur de santé. Et il nous faudrait donc avoir des investissements majeurs dans les systèmes de santé et en particulier en ce moment à cause de la crise de pandémie de COVID-19. Donc, je m'arrête ici et je tiens à préciser que les implications politiques sont abordées dans le cadre de Q&A. Et donc, merci, c'était vraiment très intéressant. Euh, mais on sait que malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. On va maintenant avoir une discussion brève avec nos panélistes et il y aura ensuite le Q&A, la question-réponse. Donc, je vous invite encore à poser vos questions dans le chat sur la plateforme Zoom. Une fois qu'on aura fini la discussion du panel, je vous ferai répondre aux questions. Donc, Ami, en plus des PNA mondiaux, certains pays de développement développent des plans d'adaptation spécifiques pour le secteur de la santé. Quelle opportunité représente-t-elle? Merci beaucoup, Alex. Je crois que les plans nationaux d'adaptation dans le domaine de la santé offrent des possibilités considérables pour la mise en place d'un système de santé résilient au climat et la protection de la santé de la population face au changement climatique. Nous savons que les plans nationaux d'adaptation en matière de santé permettent au ministère de la Santé d'élaborer un plan plus détaillé que celui qui pourrait être inclus dans le PNA global. Cependant, il est essentiel que le plan d'action national pour la santé soit intégré au plan national d'adaptation globale, ce qui implique un engagement du secteur de la santé dans les processus du plan d'adaptation national. Parfois, et c'est ce que Divya a dit, il y a des défis dans le secteur de santé pour que ce plan soit intégré dans le PNA de manière globale. À titre d'exemple, Fidji, vous savez que Fidji a différents secteurs. Fidji a également un plan, un HNA ou HNPA qui a été élaboré avant que les plans nationaux d'adaptation soient mis en place. C'était une bonne base pour l'engagement avec les processus de PNA qui a clarifié et précisé les différentes priorités en matière de soins de santé. Mais en même temps, les différents plans en matière de santé laissent à désirer. Il y a une opportunité pour qu'il y ait davantage de collaboration transversale avec l'implication des différents secteurs, y compris le secteur
agricoles. Je peux parler du Bangladesh, de la Tanzanie, du Népal, même de l'Éthiopie. Les différents plans ont impliqué les secteurs outre le secteur de la santé, à savoir d'autres plans face au changement climatique. Well, Merci that's great. beaucoup. Yeah, and I find that Merci most of beaucoup. the countries that I work with Et also je have crois que, en ce qui concerne la decision plupart des support pays avec lesquels moi je travaille sur les for PNA mettent government. l'accent sur la santé. Divya, over to you. You mentioned Divya, à vous maintenant, vous avez mentionné que can you do a better les job of integrating PNA santé peuvent faire un meilleur travail d'intégration des questions de DSSR que les documents généraux des PNA. Pouvez-vous fournir quelques exemples de la manière dont ces documents abordent les DSSR et comment pensez-vous que ces questions pourraient être mieux prises en compte dans les documents du PNA global? Je vais vous donner deux exemples. Un, afin de rebondir sur ce qu'a dit Amy, je peux parler de Fidji, une déclaration et un appel à l'action à l'horizon de 2020 qui vise à renforcer la santé pour les nouveau-nés, la santé maternelle et pour les adolescents également. Il y a un appel pour un accès augmenté aux services DSSR, à la contraception et l'élimination de toute forme de, de GBV, mais nous n'avons pas de détails s'agissant de la manière dont ces déclarations ont été mises en œuvre. Aucune référence n'a été faite dans le document de PNA. Un autre exemple serait l'Éthiopie. Nous savons que le PNA du secteur de la santé de l'Éthiopie note que la violence liée au sexe pourrait augmenter avec les impacts du changement climatique. Il inclut également la promotion du planning familial comme l'un des 10 domaines d'intervention en citant comme raison la pression démographique sur les ressources naturelles sensibles au climat. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une approche basée sur les droits de l'homme. Alors, comment combler ce décalage? Comment pallier ce décalage? Il faut renforcer la coordination parmi les différentes agences qui gèrent les processus liés au PNA, à la pression démographique, à la violence liée au sexe et au DSSR. Il reste du pain sur la planche, mais avec les bons acteurs, on peut identifier les défis et la manière dont on peut relever les différents défis auxquels nous sommes confrontés. Un autre moyen de remédier à cette déconnexion, ce décalage, c'est de regarder les orientations existantes. Y a-t-il des points d'entrée? À titre d'exemple, l'OMS a des orientations sur l'adaptation au sein du secteur de la santé. La CCNUCC a une boîte à outils pour aider les pays à adopter une approche sensible aux gens dans le processus de PNA. Bien que ces documents ne soient pas spécifiquement axés sur les DSSR, ils fournissent ensemble un cadre solide pour la prise en compte des questions de DSSR dans une approche fondée sur les droits de l'homme dans le processus du PNA et s'il est soutenu par les données d'analyse et l'expertise appropriée. On peut également regarder la mise en œuvre des différentes stratégies, les propositions de financement. Il existe d'autres opportunités afin de faire ces connexions qui ne sont peut-être pas incluses dans un document de PNA. Merci beaucoup, Divya. Je crois que vous avez souligné la manière itérante de ce processus. Il ne s'agit pas d'un processus à guichet unique. En J maintenant, de plus en plus de pays procèdent à une liste ciblée du genre pour informer le processus PNA. Pensez-vous que cela présente des opportunités pour mieux aborder les DSSR et d'autres aspects de la santé? Oui, tout à fait. Je crois que dès que l'on commence à analyser les différentes questions liées à la santé ou au genre, on ne peut pas oublier le DSSR. Quelques exemples dans l'analyse de cette question genrée, le risque au palu des femmes a été souligné. On a appelé à ce qu'il y ait une formation pour les différents professionnels en matière de santé pour pouvoir pallier cela. En Madagascar, une autre analyse pour le secteur de l'eau pour considérer les différentes
questions de santé chez les femmes afin de réduire les barrières auxquelles sont confrontées les femmes et les filles. Quelques exemples, il faut davantage d'analyse, mais ces différents exemples soulignent l'importance du genre et de la parité entre les différents sexes. Les questions de genre ont été soulignées et avec davantage de processus de PNA, je crois que nous créons un réseau beaucoup plus résilient sur la base de résilience climatique qui vont avoir un impact positif sur les DSSR. On peut également penser aux approches intégrées qui rendent les systèmes de santé moins résilients. Merci beaucoup. Amy, je reviens vers vous. Nous avons compris ce décalage entre les différents risques liés au climat et les actions qui visent à pallier ces différents enjeux. Comment passer à la vitesse supérieure? Comment passer de l'identification vers les actions et la mise en œuvre? Merci beaucoup, Alex. Je crois que de manière générale, nous avons tendance à voir une approche basée sur la santé, même s'il faut parler de la santé dans les PNA. Les PNA ont également parlé des actions applicables aux différents risques liés au changement climatique. À titre d'exemple, des actions liées aux données météorologiques dans les systèmes de surveillance sanitaire, ce qui aidera les pays à mieux lutter contre les maladies et les endémies. À titre d'exemple, la Grenade, le système de santé a été renforcé. Une mesure incluse dans le PNA était de développer un système de soins de santé intégré afin de prévoir les différentes conditions et aléatoires météorologiques. Il existe tout de même un décalage. Nous savons qu'un des pas est de prendre en compte les différents enjeux en matière de soins de santé. Mais encore une fois, même s'il est très important de regarder les risques sensibles et liés au changement climatique, il faut penser à une approche beaucoup plus large afin de renforcer le système en matière de soins de santé et le rendre plus résilient. Merci beaucoup, Angie. Vous avez parlé des progrès qui ont été faits. Vous avez dit que de plus en plus de pays effectuent des analyses ciblées sur le genre afin d'informer le processus PNA. Et pensez-vous que cela offre des possibilités de mieux aborder les DSSR et d'autres aspects de la santé? Oui, oui, je crois que le, avec l'adoption du plan lors de la COP 25, donc l'adoption du plan d'action renforcé sur le genre lors de la COP 25. Je vais souligner 3 domaines dans lesquels nous avons besoin d'investissements supplémentaires au cours des prochaines années. Pour commencer, le développement de capacités, le renforcement de capacités, bien que d'importantes avancées aient été réalisées, il existe encore des lacunes considérables en matière de capacité qui limitent les approches sensibles à la dimension de genre. Nous devons investir dans le renforcement de capacités de genre parmi les acteurs de l'adaptation et dans le renforcement des capacités d'adaptation parmi les acteurs du genre pour que ces réponses soient appropriées et mieux adaptées. Le second domaine est l'intégration verticale dans les processus de PNA. À mesure que les pays avancent dans le processus de PNA, les acteurs locaux seront de plus en plus impliqués dans la mise en œuvre des actions d'adaptation sur le terrain. Nous devons renforcer le lien entre les niveaux national et local afin de garantir que la prise de décision est inclusive et informée par les réalités locales et que les plans nationaux créent un environnement favorable à l'adaptation sensible au genre au niveau sous-nationaux. Enfin, et sans surprise, j'imagine, le financement de l'adaptation sensible au genre est essentiel. Nous constatons une attention accrue aux questions du genre au stade de la proposition des mécanismes internationaux de financement du climat. J'ai parlé du GCA, du Fonds vert pour le climat et des autres propositions, mais nous devons nous assurer que ces engagements soient respectés lors de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation.
Nous devons également accorder une plus grande attention à la question du genre dans les budgets nationaux consacrés à l'adaptation ainsi que dans les investissements du secteur privé. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garantir que les investissements dans l'adaptation produisent des bénéfices équitables pour les hommes et les femmes. Très, très bien, merci. Facile à dire, peut-être, mais peut-être plus facile, plus difficile à mettre en œuvre. Divya, maintenant, dernière question avant de me tourner vers les participants. Quel est le rôle de cette parité de genre à l'avenir? Ou quel sera le rôle? Il faut entamer les discussions telles que celles d'aujourd'hui. Il est très important de conjuguer le plaidoyer, les droits de la femme et la lutte contre le changement climatique afin de renforcer le climat, la résilience climatique, mais afin de parler des SSR et coordonner les différentes approches à la lumière des PNA. Je peux partager trois exemples. Angie en a parlé. Elle a parlé du fait qu'il faut générer peut-être et analyser et partager les informations liées aux liens. Quand nous avons effectué des exercices basés sur les preuves, la conversation s'est tournée vers une santé maternelle et une violence basée sur le genre. Nous n'avons pas parlé de l'infertilité et d'autres enjeux très importants. Alors, il faut avoir une approche beaucoup plus élargie afin de comprendre l'impact du changement climatique sur les différents groupes. À titre d'exemple, les séropositifs, les personnes handicapées et ainsi de suite. La deuxième manière, c'est avec un engagement, une participation des parties prenantes. Comme l'a dit Angie, je vois dans le chat que les femmes sont les acteurs ou les actrices de changement. Alors, comment faire en sorte que cette voix féminine soit entendue et prise en compte lors du processus des PN, qu'il s'agisse de la planification, de la mise en œuvre, du suivi ou de l'évaluation? Et comment influencer les plateformes existantes. À titre d'exemple, la CCNUCC, différentes plateformes basées sur les droits de la femme, le forum sur l'égalité des genres est un mouvement très important pour la résilience climatique, mais également l'égalité des sexes et d'autres enjeux. Voici quelques exemples, quelques morceaux d'informations. Nous avons beaucoup de questions dans le chat, nous avons beaucoup de participation de la part des participants. Je vais essayer de poser les questions aux collègues pour commencer pour Amy et puis pour Divya. Davantage d'informations pour les participants. Pour Amy, Kamal a posé une question. Excellente présentation. Comment sont les risques distribués de manière régionale? Et pour Divya, une question de Pravit Gobardi. Existe-t-il des données sur la violence basée sur le genre et le changement climatique? Amy, c'est Kamal, c'est ça? Merci beaucoup de cette question. Les risques liés ou les risques de santé liés au climat ne seront pas les mêmes dans les différents pays, au sein des différentes régions. Je ne dirais pas que l'Afrique est plus impactée, mais il y aura des différences entre les différentes régions. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une évaluation approfondie afin d'identifier les risques particuliers de votre pays ou de votre région suivant les données qui sont disponibles. Amy, Divya, violence. Vous pouvez vous rendre sur notre site web. C'est la réponse courte, mais nous voyons quelques cas de violence liées au sexe avant les différentes catastrophes naturelles. À titre d'exemple, en Birmanie, après
le cyclone, il y a eu une augmentation du nombre de violences déclarées, de violences conjugales déclarées. Parfois, nous constatons une augmentation de mariages forcés chez les adolescentes et les filles, mais je peux vous partager davantage d'informations si vous le souhaitez. Merci beaucoup. D'autres commentaires sur le Togo? Le Togo a des lignes directrices pour le PNA général, mais également pour le PNA en matière de santé. La santé ou les différents enjeux sanitaires sont inclus dans le PNA, mais merci beaucoup à Alina de votre commentaire. J'ai un autre commentaire de Krishna Kirvi qui parle de la détection et de la sensibilisation des cancers. Amy, je ne sais pas si vous voulez prendre cette question. Et Amy, une autre question, jusqu'à quel point la crise climatique influence différentes maladies tropicales. Donc, le cancer et puis zoonotique. Je sais que vous en avez parlé lors de votre présentation, mais est-ce que vous pouvez partager davantage d'informations? Ça dépend du type de cancer. Encore une fois, suivant le pays, mélanome, cancer de la peau. Peut-être que l'on va voir davantage de ce type de cancer en Australie avec la hausse des températures. Mais si c'est un risque sanitaire lié au climat, il faut en prendre compte dans le PNA santé. Il en va de même des cancers liés à l'alimentation, avec la production alimentaire qui sera impactée par la suite par le changement climatique. Cela vraiment dépend de votre évaluation et des particularités de votre pays, mais j'imagine qu'il y aura des liens, bien entendu. En ce qui concerne les maladies zoonotiques, je ne suis pas experte, mais il y a des liens entre ces maladies et le changement climatique. Cela dépend de la région, de la maladie en question, un changement de précipitation, de température, l'habitat pour certains animaux qui sont porteurs de ces maladies et peut-être davantage de contact entre les animaux et les humains, les êtres humains. Beaucoup d'informations est disponible sur notre site web également. N'hésitez pas à regarder pour mieux comprendre les différents risques pour votre pays. J'ai une question pour tous les membres du panel et je vais commencer avec vous, Angie, et par la suite Divya. Le président de la COP a reconnu que l'adaptation est le pauvre cousin, entre guillemets, de l'atténuation. Est-ce que vous espérez que lors du sommet et grâce aux différentes déclarations qui ont été faites, il y aura un changement de narratif de récit pour que l'adaptation soit mise au cœur des différents plans d'adaptation des institutions publiques privées? C'est une question assez difficile. Oui, cela fait maintenant très longtemps que je travaille sur l'adaptation et nous avons constaté un sentiment de négligence au cours des dernières années. Je suis optimiste et je crois que nous avons cet élan. Il y a des objectifs globaux, mondiaux, et je crois que c'est une belle réussite. Nous avons vu le dialogue qui ne cesse de progresser et d'avancer. Je crois que oui, nous essayons d'appliquer une approche genrée à l'adaptation, ce qui ajoute un autre niveau de complexité, mais je vois davantage de reconnaissance du fait que c'est un élément essentiel de notre approche si l'on souhaite que l'adaptation soit efficace
On ne peut pas laisser, on doit travailler pour que personne ne soit laissé pour compte. On doit essayer d'atteindre les ODD. L'inclusion, l'égalité, l'équité doivent être incarnées par les différents acteurs. Je crois qu'il y a une dynamique et on a pris de l'élan et nous voyons les changements qui, et comme l'a dit Divya, l'égalité, il y a des choses qui se passent et je suis très optimiste. Je n'ai jamais été plus optimiste que l'heure actuelle s'agissant de cette adaptation et cette réponse genrée face au changement climatique. Amy, Divya, y a-t-il des choses à ajouter? Non, elle a tout dit. We did have a comment about On a un maybe the commentaire opportunity that COVID has lié presented. à la It's no COVID-19 longer et aux reflected because opportunités qui se even sont for présentées. COVID-19, all North Leur Americans a were dit not que même actively doing avant SDGs la in 2030. COVID-19, nous n'étions pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs, mais avec la COVID-19, nous avons une opportunité pour revenir plus écologique, meilleur, plus fort. Est-ce que vous pensez que la pandémie a ajouté un sentiment d'urgence dans la manière dont nous abordons ces questions? Y a-t-il des questions ou y a-t-il des commentaires à cet égard? Je crois que la pandémie a ajouté à cette dynamique. L'OMS a publié un manifesto pour la reprise sanitaire après la COVID-19 avec différentes consignes et je peux partager le lien à cette publication dans le chat. Peut-être que je suis optimiste, mais je crois que la pandémie a mis l'accent à braquer les feux sur l'urgence du changement climatique, de cette lutte contre le changement climatique. Je serais d'accord avec Amy. Ce n'est pas une question de conflit, mais de chevauchement de différentes crises, une crise climatique, une crise sanitaire. Et nous souhaitons rebondir plus fort, plus écologique, avec davantage d'investissement dans les systèmes résilients au climat. Les différents services sanitaires ont été frappés et fortement impactés par la COVID-19. Il s'agit d'une opportunité de nous réunir, d'exploiter différentes sources de financement afin d'atteindre nos objectifs communs. Merci beaucoup, Divya. Si je peux me permettre, je crois que l'on voit avec tous les différents travaux qui ont été faits sur la planification de l'adaptation, le focus est sur la résilience. Les PNA adoptent une approche beaucoup plus systémique. Nous avons plein de points à évoquer, plein d'enseignements à tirer. Certains acteurs regardent les PNA, certaines parties prenantes ont compris les mesures entreprises afin de mieux gérer ces risques sanitaires et climatiques. Parfait. Un commentaire à Catherine Cravioja qui dit « Je me demande si on ne peut pas faire davantage pour que les femmes ne sont pas considérées comme des victimes, mais comme des acteurs de changement. Quel rôle peut jouer les Nations Unies et d'autres partenaires de développement afin de créer une plateforme pour amplifier et faire en sorte que ces voix féminines soient entendues, non seulement les voix féminines qui sont marginalisées, mais également ceux qui font face aux différentes discriminations. Qui souhaite répondre à la question? Je peux y aller. Je crois que nous commençons à voir une progression quand on parle des sexes ou de l'égalité entre les sexes. Nous voyons une transition et des petits changements, notamment dans les PNA. C'est un indicateur des progrès faits dans ce domaine. Et je crois que, en ce qui concerne la participation, nous avons cadré cette réponse pour prendre en compte les différences des genres. Nous avons travaillé avec le comité de l'adaptation
sous l'égide de la CCNUCC pour développer les différents processus PNA. Il y a 3 enjeux. Pour commencer, les besoins différents, les capacités liées au genre. Deuxième chose, une participation équitable, genrée et la participation à la prise de décision et les avantages perçus par les différents genres. C'est une question en cours, c'est un défi auquel nous faisons face en continu, mais nous devons trouver une réponse au niveau communautaire, au niveau de la CCNUCC et lors des négociations. Nous suivons cela de près lors des négociations et le plan d'action en matière de genre vise une participation équitable. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit Angie. C'est vraiment un moment euh, important au niveau des approches intersectionnelles. Les femmes n'ont pas juste une identité, elles ont une identité multiple et cela peut parfois aggraver les risques et les discriminations à travers un paysage intersectionnel. Mais je pense qu'au final, il faut vraiment un financement qui soit apporté pour le renforcement des capacités, pour vraiment engager toutes les parties prenantes, et surtout dans l'espace du climat, puisque c'est au final une conversation tellement technique qui a lieu. Comment on peut aider ces comités à comprendre le langage qui est utilisé, c'est un point aussi qui est crucial. Merci beaucoup, Divya, sur le point de la langue et du langage. Je ne sais pas si Angie ou Amy veut répondre à cette question, mais il y avait une question de Marisha. euh, dans les PNA, est-ce que vous avez vu un changement de la façon dont ils sont créés au niveau d'une approche par rapport au droit, à l'égalité des sexes? Est-ce que vous avez des cas concrets de méthodologies qui ont été utilisées dans les PNA pour pour conduire une analyse de genre? Angie, est-ce que vous voulez répondre? Oui, il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le langage. Dans les documents des PNA, ce qu'on a pu voir, c'est que ça implique que les pays interprètent le genre comme étant par rapport aux femmes, lié aux femmes. Et après un engagement à la sensibilité de genre ou à la réponse liée au genre, etc., on ne décrit pas forcément ce qu'on signifie par ça. Et je pense que c'est vrai que c'est un défi actuel, puisque on travaille avec des pays qui aident à expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une approche liée au genre, basée sur le genre, et par rapport à une question qui répond au genre ou qui est sensible au genre, c'est vrai que c'est un point un peu délicat. Il faut réussir à éclairer les gens sur cela. Et cela pourrait aider les pays à comprendre quelle est l'approche que l'on veut entreprendre. Mais c'est vrai, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que cela signifie et de quoi a-t-on besoin dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est encore en train d'affronter, mais il y a quand même des progrès. Et par rapport à l'analyse de genre, je pense que tous les pays sont uniques et on ne sait pas à quel niveau de leur processus de PNA ils se trouvent et s'ils ont déjà entrepris cette analyse de genre. Donc, on a besoin aussi de connaître le contexte et il y a un aspect institutionnel. Quelles sont les dynamiques de la politique dans ce pays, mais également quels sont les problèmes sur le terrain autour du changement climatique à travers différents systèmes, différentes structures. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une approche sur mesure pour pouvoir répondre à cela. Mais on a déjà des résultats sur les analyses de genre. Je pense qu'on pourra partager les liens dans le chat. Et je pense qu'on est vraiment en train de générer un effort, puisqu'il y a de nombreuses questions. On essaie vraiment toujours de partager le plus d'informations avec vous au fur et à mesure. Merci beaucoup, Angie. C'est encourageant de savoir que malgré
les énormes défis qu'on doit affronter, il y a des ressources qui sont disponibles pour soutenir les parties prenantes, les ONG et les sociétés civiles pour pouvoir aider les gouvernements à aller dans le bon sens. Et cela peut vraiment les aider à maintenir ce moment. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire, Divya? Non? C'est bon? Alors, ma prochaine question était de Carmona par rapport à la participation. Comment le processus de PNA peut aider à répondre aux questions donc, de changement climatique, d'égalité des sexes, de résilience dans le système sanitaire? Et peut-être que je peux demander à Amy de répondre à cette question sur cette question de perspective et le développement de la santé dans les PNA. Comment on travaille bien dans un processus de participation? Merci de la question, Alex. Je ne suis pas sûre d'avoir la bonne expérience pour pouvoir répondre à cette question du point de vue de l'expérience. Évidemment, la participation est importante, mais je pense que ça dépend un peu des pays et de leur approche. Je pense que Angie ou Divya ont un peu plus de connaissances à ce sujet. Angie, est-ce que tu veux reprendre la parole? Oui, je pense que c'est vraiment un problème actuel et il n'est pas unique. L'adaptation, vous savez, les processus nationaux d'adaptation devraient être participatifs et inclusifs et, et représenter l'égalité des genres, mais on sait que c'est très difficile et complexe de mettre cela en place. Vous savez, la consultation avec un engagement important de la part des parties prenantes, ça prend du temps, ça demande des connaissances, un savoir-faire. Et on sait que c'est difficile pour certains pays d'avoir le temps et les ressources nécessaires pour le faire. Donc, c'est vraiment un défi actuel. Il faut qu'on continue à le souligner, à souligner son importance, mais aussi à souligner qu'il y a des opportunités à travers ce processus. On l'a mentionné tout à l'heure, ce n'est pas juste au moment de la proposition, mais vraiment à travers toutes les étapes, il y a du soutien et on doit vraiment le garder en tête pour que l'initiative soit réussie. Merci beaucoup, Angie. Il y a une question de Khadija El Houdi du Maroc qui est sûrement reliée à la question qui avait déjà été posée, mais est-ce qu'il y a des indicateurs pour mesurer le lien entre l'adaptation, l'égalité des genres et la santé? Donc, comment on peut mesurer les progrès de ces trois secteurs? Est-ce que vous avez des idées? Je peux parler rapidement du point de vue de la santé, mais je ne me souviens pas d'indicateurs qui mesurent tous les trois, mais l'OMS conduit un sondage mondial pour avoir des profils de santé pour pouvoir évaluer l'amélioration au niveau sanitaire dans l'adaptation. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres indicateurs pour tous. Nous, on peut de cette manière suivre les progrès au niveau mondial, mais je ne sais pas s'il y a des indicateurs pour tous les trois. Merci, Ami. Je vois qu'il nous reste juste 5 minutes. Donc, je sais qu'on ne serait pas content et je ne serais pas un bon modérateur si je ne concluais pas la discussion à l'heure. Donc, il y a une dernière question du chat avant de conclure. Donc, ma question, sinon à vous trois, c'est quelle est une mesure clé que vous aimeriez voir les pays prendre pour pouvoir garantir une approche plus intégrée dans la santé, l'égalité des sexes, la santé et des droits sexuels et reproductifs et la résilience climatique? Divya, je vais commencer avec vous. Oui, bien sûr. Alors, je dirais un alignement des politiques. Donc, comment on s'assure que cela est bien fait? Nous n'avons pas des
exemples spécifiques par rapport à la SDSR, mais on sait que les EDD peuvent représenter un objectif pour cela, afin d'avoir un meilleur accès à la SDSR, réduire les violences. Et ça, je pense que c'est vraiment très important au niveau de la cohérence politique. Amy, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'un des points clés pour la réponse de genre, c'est vraiment d'avoir une analyse de genre au sein de l'évaluation des VNA, lorsqu'il y a des violences, c'est bien de pouvoir également avoir un échantillon de différents groupes d'individus pour pouvoir voir qui sont les plus exposés, qui sont les plus vulnérables à des risques spécifiques. Donc, par exemple, la malnutrition, le stress, et tout cela peut s'appliquer à tous les programmes de santé, y compris ceux qui représentent les droits sexuels et reproductifs. Oui, je suis complètement d'accord avec Divya et Amy ont dit. Ce que je pourrais ajouter par rapport à la dernière question, c'est de considérer ces problèmes dans un système d'évaluation et de suivi. Vous savez, on se demande comment les données sont recueillies, quelles sont ces données, comment on peut les analyser, et, comme l'a dit Amy. Donc, c'est très important, ce dernier point. Et je pense que si on a une approche intégrée, on a besoin également d'avoir un suivi intégré, donc avoir une cartographie des points et qui peut bénéficier des investissements, qui n'en bénéficierait pas également. Et je pense qu'on voit vraiment que de plus en plus de pays travaillent sur un système de suivi et d'évaluation pour leur système, et on veut que ces derniers soient pratiques et qu'ils puissent être opérationnels, mais on ne veut pas non plus voir qu'on les simplifie trop et qu'on manque, qu'on rate certaines relations, certains liens. Donc, je pense que c'est très important qu'on s'assure qu'on va vraiment au-delà et qu'on voit comment le changement est en train d'avoir lieu. Je pense que c'est important de mon point de vue pour éviter d'augmenter la vulnérabilité et qu'on voit également les différences entre les approches. Voilà, merci beaucoup. Merci Angie. Oui, je pense que c'était une feuille de route très, très complète et très intéressante pour pouvoir continuer ce moment historique. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de la session. Je voudrais remercier les trois panélistes d'avoir partagé leurs idées. C'était vraiment formidable de pouvoir entendre votre point de vue, d'apprendre de votre connaissance. Et je pense que maintenant, on a vraiment une idée de comment améliorer notre planification d'adaptation. Merci aussi aux organisateurs et merci aux participants malgré le petit souci technique qu'on a eu au début. Merci à l'équipe de l'organisation. Merci aux interprètes également. Comme je l'ai dit, la session a été enregistrée, donc l'enregistrement du webinaire et les diapos seront disponibles sous peu sur le site du Réseau mondial des PNA. Nous enverrons par mail également les liens lorsqu'ils seront présentés, lorsqu'on les aura, et cela comprendra également les liens vers les rapports qui ont été présentés par nos panélistes. Donc, avant de conclure, je voudrais vraiment vous inviter à rejoindre le Réseau mondial des PNA en vous inscrivant sur notre site internet napglobalnetwork.org. C'est une démarche qui est gratuite, qui est ouverte à tous et qui peut être effectuée à titre individuel. Vous n'êtes pas obligé de représenter votre institution. Donc, si vous vous inscrivez, nous vous tiendrons au courant des futurs webinaires, des publications et les nouveautés, ainsi que les nouvelles qui sont liées au PNA dans la manière plus générale. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus. Il y a eu beaucoup de questions. C'était vraiment très bien de voir que vous étiez intéressés par ce sujet. Donc, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci également à nos partenaires de l'OMS et de Women Deliver pour la collaboration. C'était vraiment le fruit d'un travail de plusieurs mois. C'était un honneur, je pense qu'on peut le dire aussi de la part d'Angie, de travailler avec vous. Donc, prenez soin de vous et nous avons hâte de vous revoir au prochain événement. Merci beaucoup.